La maison était calme cette nuit-là, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les mots traversaient les murs comme des fantômes. J'avais 14 ans, debout dans le couloir, avec un masque humide en papier mâché qui tremblait entre mes mains, un chat noir, que j'étais en train de fabriquer pour Halloween. Les bandes de journal étaient encore mouillées sous mes doigts, la colle à base de farine s'accrochant à ma peau, comme des promesses désespérées. Dans la faible lumière qui filtrait dessous la porte du salon, les yeux argentés du chat semblaient me regarder avec pitié. Je n'étais pas censé les entendre, mais leurs voix se sont glissées sous la porte comme de la fumée. Tu peux prendre Hunter, la voix de mon père, stable et sûre comme un chêne. Je garderai Poppy, la réponse de ma mère, tout aussi résolue. Puis une pause, et sa voix de nouveau, plus douce cette fois, fatiguée, brisée. Et Coraline. Laissons le tribunal décider. Je me souviens avoir fixé ses yeux argentés de mon masque, sentant la colle encore humide et collante entre mes doigts. Les bandes de journal avaient commencé à s'affaisser sous leur propre poids, le visage de ma création s'affaissant dans une expression de chagrin que je n'avais pas voulu. Et d'un coup, j'ai su que je n'appartenais plus à personne. Notre maison à Salem n'était pas grande, mais elle avait toujours semblé suffisante. Elle sentait la sciure de bois et l'antiseptique, l'atelier de mon père et les gardes de ma mère à l'hôpital, coexistant d'une manière ou d'une autre sous le même toit. Le soir, ces odeurs se mêlaient à ceux qui cuisaient pour le dîner, créant l'arôme particulier qui, pour moi, signifiait le chez moi. Papa, Richard James, fabriquait des meubles quand le travail se présentait. Il avait les mains rudes, toujours avec de minuscules échardes plantées dans les callosités, qu'il ne semblait jamais remarquer. Il pouvait transformer du bois brut en table et en chaise qui semblaient avoir poussé naturellement ainsi. Les gens disaient qu'il avait de la magie dans les mains, mais dernièrement, ses mains s'étaient plus souvent refermées sur des bouteilles de bière que sur des ciseaux. Maman, Elisa, était infirmière aux urgences, toujours épuisée, sa blouse sentant perpétuellement l'eau de javel et le café froid. Elle avait une façon de se déplacer rapidement sans paraître pressée, sauf dernièrement, où tout en elle semblait précipité, surtout la façon dont elle se déplaçait dans les pièces que mon père occupait. Mon frère, Hunter, 16 ans, était le garçon en or, capitaine de l'équipe de football, avec un rire bruyant et contagieux, et le genre de sourire qui faisait tout pardonner aux adultes. Sa chambre était un fouillis de trophées et de linge sale, en proportions égales. Il pouvait charmer n'importe qui, sauf, apparemment, notre famille en train de se fracturer. Ma sœur Poppy, seulement 9 ans, était la douceur incarnée dans des rubans et des histoires du soir. Elle collectionnait les peluches et nommait chacune d'elles d'après une fleur. Sa chambre était rose et jaune, remplie de dessins de notre famille se tenant la main sous des soleils souriants. Dans ces dessins, nous étions toujours debout, proches les uns des autres. Et moi? J'étais quelque part entre les deux, silencieuse, la fille aux doigts pleins de colle, découpant de vieux journaux pour créer quelque chose qui semblait vivant. Le papier mâché était mon langage, quand les mots semblaient trop lourds, ou trop légers. Il rendait le silence moins suffocant. Je déchirais des bandes de journal, je mélangeais de la farine et de l'eau, et je remuais jusqu'à obtenir une pâte lisse. La colle s'accrochait à mes paumes comme un espoir, salissant, mais qui maintenait tout ensemble. J'adorais regarder le simple papier se transformer en quelque chose d'assez solide pour devenir un visage, un masque, une identité éphémère. Cette nuit-là, quand je les ai entendus se partager leurs enfants comme des meubles après un vide-grenier, le visage de papier que je tenais entre mes mains est devenu autre chose, aussi fragile que la fille qui l'avait fabriqué. Je me suis glissé dans ma chambre avant qu'ils n'aient fini de parler, refermant la porte si doucement qu'on ne l'aurait pas entendu par-dessus leur discussion posée, sur les modalités de la garde. En posant le masque sur mon bureau pour qu'il sèche, j'ai remarqué qu'une larme était tombée dessus, formant un petit cratère dans la matière encore humide. Je n'ai pas essayé de le réparer. Certains dommages semblent trop honnêtes pour être réparés. Cette nuit-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte, laissant entrer l'air d'octobre. Salem était toujours différente à l'approche d'Halloween, une tension dans l'atmosphère que les visiteurs attribuaient à l'histoire hantée de la ville, mais que les habitants savaient n'être que l'anticipation de la saison qui nous définissait. Je me demandais si, l'année suivante, je serais encore à Salem, si je fabriquerais encore des masques. Le matin, mon masque de chat avait séché, avec cette marque de larmes toujours visible, juste là où serait son cœur, si les chats portaient leur cœur à l'extérieur, au lieu de l'enfouir sous la fourrure et la prudence. Un mois plus tard, le monde a cessé de prétendre que nous étions une famille. J'étais assise au tribunal pour mineurs du comté d'Essex, mes jambes tremblant si fort que mes talons claquaient contre le bois poli de la chaise.
Le son semblait obscènement fort dans le silence formel de la salle d'audience. L'air sentait le papier et le café, pas le genre chaleureux, mais le brûlé et l'amer. Papa était assis d'un côté de la salle, maman de l'autre. La distance physique entre eux semblait rendre tangible ce qui avait grandi pendant des années. Hunter était à côté de papa, le menton levé, comme s'il était déjà un adulte, un homme qui comprenait le monde et sa place. Poppy n'était pas là. Elle était trop jeune, disait-il. Je me demandais qui la gardait, probablement tante Ashley, la sœur de maman, qui sentait toujours le chewing-gum à la cannelle et me regardait comme si elle essayait de deviner à quel parent je ressemblais le plus. Le rapport du département de l'enfance et de la famille a été lu à voix haute. Je me souviens de chaque mot, même si j'aimerais ne pas m'en souvenir. Le langage clinique faisait de notre famille une expérience ratée. Aucun des parents n'a présenté de plan de garde spécifique pour Coraline James, a expliqué l'assistante sociale. La voix de la juge n'avait ni tranchant, ni sympathie, juste de la procédure. J'ai étudié son visage, me demandant si elle avait des enfants, si elle savait ce que c'était que d'être oubliée. Étant donné que les deux parents n'ont pas présenté de plan, le tribunal accorde la garde temporaire de la mineure, Coraline James, au département de l'enfance et de la famille. J'ai cherché quelqu'un pour croiser mon regard. Maman gardait les yeux fixés sur le sol, ses chaussures d'infirmière, sage et immobile contre la moquette. Papa a regardé son téléphone, comme s'il attendait un message plus important que le sort de sa fille. Quand la juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter, je veux juste être quelque part où quelqu'un veut vraiment de moi. Personne n'a répondu. Le silence a été comme une confirmation. Mademoiselle Rodriguez, l'intervenante du DCF, attendait avec un presse-papier et un visage aimable qui ne correspondait pas au moment. Elle avait les cheveux noirs tirés en un chignon soigné et des yeux qui semblaient fatigués mais doux. Elle avait été assignée à mon cas quelques jours auparavant, et pourtant, elle était maintenant l'adulte le plus constant dans ma vie. Nous sommes retournés à ce qui n'était plus ma maison, pour que je puisse faire mes bagages. Maman m'a tendu un vieux sac en toile, usé par les lavages. Ses anses s'effilochaient, comme tout le reste. Elle n'a pas dit un seul mot pendant que je me déplaçais dans ce qui avait été ma chambre pendant 14 ans. Poppy n'était même pas à la maison, maman l'avait envoyée chez tante Ashley, comme si mon départ pouvait la contaminer, pouvait lui faire se demander si elle serait la prochaine. J'ai plié le peu que je voulais emporter, quelques t-shirts, un jean, mon carnet de croquis et mon masque de chat noir, toujours à moitié fini. J'ai laissé derrière moi les posters, les livres, tout ce qui était trop lourd pour un seul sac, ou pour mon cœur. J'ai regardé mademoiselle Rodriguez avec des yeux suppliants, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. S'il vous plaît, je peux rester juste une nuit de plus? Demain, c'est Halloween, et je veux voir ma petite sœur avant de partir. S'il vous plaît. Mademoiselle Rodriguez m'a jeté un regard compatissant qui m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. Ma chérie, je sais que c'est difficile, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Mais il y a tellement d'autres enfants qui attendent une place. Allons-y maintenant. Elle a posé une main douce sur mon épaule. Le ciel a commencé à crachiner alors que je suivais mademoiselle Rodriguez vers sa voiture. Salem, sous la pluie de fin octobre, n'est pas la scène pittoresque de la Nouvelle-Angleterre des cartes postales. C'est gris, froid, et impitoyable. Le masque était dans mon petit sac en toile, pas entièrement couvert, et à un moment donné, la pluie en avait imbibé la moitié sans que je ne m'en rende compte. Lorsque la voiture de mademoiselle Rodriguez s'est éloignée du trottoir, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu que le papier avait fondu, ses bords s'enroulant comme des feuilles brûlées. La peinture argentée avait coulé sur le visage du chat. La moitié avait disparu. J'ai pressé ce qu'il en restait contre ma poitrine et j'ai murmuré des mots que personne n'a entendus, même le masque n'a pas pu survivre à ça. Ma première famille d'accueil était à Lynn, une petite maison beige qui sentait l'eau de javel et le pain de viande. De l'extérieur, elle aurait pu appartenir à n'importe quelle famille moyenne, pelouse soigneusement tondue, drapeau américain près de la porte, une couronne de saison annonçant la prochaine fête au calendrier. À l'intérieur, c'était une autre histoire. Les Carter géraient leur maison comme un camp militaire déguisé en famille. Monsieur Carter n'avait jamais servi dans l'armée, mais il parlait de structure et de discipline comme s'il s'agissait de textes sacrés. Madame Carter souriait trop, et touchait trop souvent les épaules, son affection semblant répétée. Extinction des feux à 9 heures, même le week-end. Pas de porte fermée. Jamais. Pas de pleurs après l'extinction des feux, ça dérangeait les plus jeunes.
Nous étions 3 enfants placés, y compris moi, plus les 2 propres enfants des Carter. Leurs enfants biologiques avaient des chambres privées, nous autres, nous partagions. On m'a placé avec Lacey, une fillette de 10 ans qui pleurait silencieusement dans son oreiller chaque soir, après les inspections de Madame Carter. Elle était là depuis 7 mois déjà, et avait maîtrisé l'art des larmes silencieuses. Je gardais mon masque abîmé et mon carnet de croquis dans le tiroir sous mon lit. Le masque était irréparable, mais je ne pouvais pas me résoudre à le jeter. La nuit, quand la maison se calmait enfin, je sortais mon carnet de croquis et je dessinais de nouvelles formes de masques. Des renards, des loups, des visages aux yeux calmes, différents de tous ceux que je connaissais dans la vie réelle. Je les dessinais d'abord au crayon, puis je les repassais au stylo noir que j'avais réussi à emporter. J'imaginais les couleurs que j'utiliserais si j'en avais, les matériaux que je superposerais si je le pouvais. Sur le papier, je pouvais encore créer des mondes où les visages se transformaient, et les identités changeaient. Un après-midi, leur fils adolescent, Brett, a trouvé mon carnet de croquis pendant que j'étais aux toilettes. Quand je suis revenu, il feuilletait les pages, son expression un mélange de curiosité et de mépris. « T'es quoi, toi? Une sorte de monstre? Tu vas porter un masque différent tous les jours ?» Il a ri, tenant le livre juste hors de ma portée. J'ai arraché le carnet, peut-être un peu trop brusquement. Ma main a frôlé la sienne, et il a poussé un cri de douleur exagéré, suivi d'un sourire narquois et provocateur. Au dîner, Monsieur Carter avait appelé le DCF. Le rapport disait que j'avais des difficultés d'adaptation, et que je manifestais un comportement agressif envers les enfants biologiques. Mademoiselle Rodriguez n'a pas semblé convaincue lorsqu'elle a appelé pour me dire qu'elle viendrait le lendemain, mais ça n'avait pas d'importance. La décision était prise. Quand Mademoiselle Rodriguez est arrivée avec son presse-papier et ses yeux compatissants, je n'ai pas emballé grand-chose, mon masque abîmé, mon carnet de croquis, quelques vêtements. 1 mois, 2 foyers. Avant de partir, Lacey m'a attrapé la main dans le couloir, ses petits doigts froids contre les miens. « Ne pars pas », a-t-elle murmuré, ses yeux grands et humides. Quand les gens partent, personne ne revient jamais. Je me suis agenouillé à côté d'elle, me sentant plus vieille que mes 14 ans. « Je reviendrai », ai-je dit. « Peut-être pas moi, mais mes dessins. Je trouverai un moyen de te les envoyer. » Ce n'était pas vrai, mais c'était quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose qui me donnait l'impression d'exister au-delà de l'instant, que je pouvais laisser une trace de moi qui comptait. Mademoiselle Rodriguez a attendu patiemment près de la porte, faisant semblant de ne pas entendre notre échange. Quand je l'ai rejointe, elle m'a serré doucement l'épaule. « Parfois, le premier placement n'est pas le bon », a-t-elle dit alors que nous montions dans sa voiture. « Nous trouverons un meilleur endroit. » Je n'ai pas répondu. J'apprenais que le silence était plus sûr que l'espoir. La deuxième maison avait 6 lits, tous occupés. Le bâtiment était grand, une maison victorienne à la peinture écaillée et aux fenêtres qui laissaient passer les courants d'air. Elle se trouvait à un coin de rue à Peabody, sa splendeur passée, mais encore visible dans l'escalier incurvé et les hauts plafonds. Les Davenport souriaient beaucoup lorsque l'assistante sociale venait, mais leur sourire était mince et n'atteignait jamais leurs yeux. Ils accueillaient 5 enfants placés pour les allocations, nous traitant plus comme des locataires que comme une famille. Je dormais sur le lit superposé du haut, au-dessus de Tricia, une jeune de 16 ans qui était dans le système depuis l'âge de 7 ans. Elle m'a appris les règles non écrites dès ma première nuit, ne laisse rien de valeur traîner. Verrouille ton sac à dos quand tu es à l'école. L'argent de poche est de 30 € par mois, mais ils le réduiront de moitié si tu manques le couvre-feu, même d'1 minute. Ne demande pas de rab à dîner. Et ne t'attache à rien, ni à personne. Les Davenport étaient efficaces, pas cruels. Nous avions des vêtements propres, des repas réguliers, et un toit. Ce que nous n'avions pas, c'était de la chaleur, de la conversation, ou le sentiment d'être autre chose que des obligations. Je continuais à faire des masques en secret, avec tout ce que je pouvais trouver. Des magazines déchirés dans le bac de recyclage, des boîtes de céréales, de la colle faite de farine et d'eau, empruntée à la cuisine quand personne ne regardait. Je ne pouvais pas risquer le désordre que le papier mâché créait habituellement, alors je travaillais tard dans la nuit, essuyant chaque goutte de colle, ramassant chaque morceau de papier. Ces masques étaient plus petits, plus simples que ceux que je faisais avant, mais ils étaient à moi, créés dans l'espace étroit entre l'obligation et le sommeil. J'ai essayé d'appeler maman une fois, 3 semaines après mon départ. L'appel est tombé sur sa messagerie vocale.
Sa voix enregistrée semblait plus heureuse que dans mon souvenir, m'invitant à laisser un message après le bip. J'ai raccroché sans parler. Papa a dit qu'il me rappellerait après la fin de ce chantier. Il ne l'a jamais fait. Seule Poppy se souvenait de moi. Un jour, Mademoiselle Rodriguez a apporté une petite carte d'Halloween qu'elle avait envoyée par l'intermédiaire du DCF. C'était une carte du commerce, avec un petit chat noir dessiné au crayon à côté du message imprimé. À l'intérieur, de son écriture soignée de CE2, tu me manques. Seras-tu à la maison pour le prochain Halloween? Bisous, Poppy. J'ai passé 3 semaines à économiser une partie de mon argent de poche pour acheter une carte bon marché chez CVS. J'ai dessiné un chat argenté à l'intérieur et j'ai écrit « Tu me manques aussi. Peut-être pour le prochain Halloween. » C'était un mensonge, mais un mensonge doux. Le genre qu'on dit parce que la vérité ferait trop mal. Je n'avais aucune idée d'où je serais au prochain Halloween, ni si je rentrerais un jour à la maison. Novembre a glissé vers décembre, puis janvier. L'hiver dans le Massachusetts est impitoyable, mais au moins, il correspondait à ce que je ressentais à l'intérieur, gelé, attendant un dégel qui semblait impossible. En février, j'avais commencé ma 3e école en 4 mois. Chaque fois, je portais mon emploi du temps sur un bout de papier, naviguant dans des couloirs où tout le monde semblait savoir exactement où il devait être. Je m'asseyais seul au déjeuner, dessinant dans mon carnet de croquis, créant des visages qui me regardaient toujours en retour. En mars, les Davenport ont dit à Mademoiselle Rodriguez qu'ils ne pouvaient plus répondre aux besoins de Coraline. Je n'avais pas causé de problème, j'avais à peine parlé, mais parfois, le silence est une forme de demande en soi. Ou peut-être était-ce parce que je ne faisais jamais d'erreur pour qu'ils puissent me retirer mon argent de poche. Mademoiselle Rodriguez est de nouveau apparue, son presse-papier à la main, ses yeux doux maintenant familiers. « Je suis désolée, Coraline, a-t-elle dit. Nous allons essayer un autre endroit. 3 mois, 3 foyers. » Je commençais à comprendre, certaines personnes ne sont pas faites pour rester. Après que les Davenport eurent déposé un rapport de non-conformité, le DCF a décidé de me transférer dans un foyer pour jeunes. Mademoiselle Rodriguez a fait de son mieux pour me réconforter. 3 mois plus tard, Mademoiselle Rodriguez est arrivée au foyer avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant, de l'espoir. « Coraline, a-t-elle dit, en s'asseyant avec moi sur les marches du perron, loin du bruit à l'intérieur. Nous avons trouvé un foyer préadoptif pour toi. » Elle a insisté sur les mots. Ils vivent à Salem. Ils ont été approuvés et sont impatients de te rencontrer. Retour à Salem. Le mot a fait battre quelque chose dans ma poitrine, pas tout à fait de l'espoir, mais une reconnaissance. L'endroit où j'avais commencé. Qui sont-ils, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Le docteur Miguel Garcia est pédiatre à l'hôpital pour enfants de North Shore. Sa femme, Lucia, est professeure d'art au collège Collins. Ils ont un fils, Julian, qui est en première année d'université. Il pense à l'adoption depuis un certain temps. Un professeur d'art. Les mots ont résonné dans mon esprit, ouvrant une porte que je croyais scellée à jamais. Le lendemain, Mademoiselle Rodriguez m'a conduite à Salem. Les arbres commençaient tout juste à changer de couleur, des taches de rouge et d'or apparaissant parmi le vert. Salem en automne a une magie particulière que même le deuil ne pouvait entièrement estomper. Les Garcia vivaient dans une maison coloniale bleue, dans une rue calme bordée d'érables. Leur maison n'était pas grande, mais elle avait un porche qui faisait le tour, avec de vraies chaises à bascule, comme dans un film sur la petite ville américaine. Des carillons éoliens pendaient des avant-toits, créant une douce mélodie dans la brise. La maison sentait la cannelle et la térébenthine, une combinaison inhabituelle qui fonctionnait, d'une manière ou d'une autre. Les murs du salon étaient couverts de peintures des couleurs vives et du mouvement, capturant des paysages, des gens, des émotions abstraites. Ils avaient aussi un chat, un tabby orange endormi nommé Mango, qui m'a regardé avec un intérêt paresseux depuis son perchoir sur le rebord de la fenêtre. Le docteur Garcia, qui m'a immédiatement demandé de l'appeler Miguel, avait des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, et un sourire qui se formait lentement, comme s'il voulait qu'il soit sincère. Madame Garcia, s'il te plaît, appelle-moi Lucia, avait les ongles tachés de peinture et des mèches argentées dans ses cheveux sombres. Ils me regardaient tous les deux directement quand ils parlaient, pas à travers moi ou autour de moi, comme le faisaient tant d'adultes. Ce premier soir, Lucia a apporté du chocolat chaud dans ma chambre, pas le genre instantané, mais épais et riche, fait avec du vrai chocolat fondu et de la cannelle.
Elle s'est assise sur le bord du lit qu'ils avaient préparé pour moi, décoré d'une courte pointe dans les tons de bleu et de vert. Nous n'essayons de remplacer personne, a-t-elle dit, sa voix accentuée mais claire. Nous voulons juste que tu te sentes en sécurité ici, et peut-être, si tu décides de vouloir rester, nous pourrions devenir une famille ensemble. Mais il n'y a pas d'urgence, Coraline. Pas de pression. Les mots étaient si simples qu'ils faisaient mal, car après des mois à être ballotté d'un endroit à l'autre, l'idée que je puisse avoir le choix me semblait presque trop grande pour être comprise. Le lendemain matin, Lucia m'a montré sa salle de classe d'art au sous-sol. C'était un grand espace avec des sols en béton peint de motifs tourbillonnants de bleu et d'or. Des chevalets se trouvaient dans un coin, un tour de potier dans un autre. Des étagères longeaient les murs, remplies d'argile, de pinceaux, de bacs de papier de couleur et de pots de peinture. Quand elle m'a tendu un bol de colle de la simple farine et de l'eau mélangée jusqu'à obtenir une consistance lisse, l'odeur m'a frappé comme un souvenir. Miguel a mentionné que tu faisais des masques, a-t-elle dit. C'est toujours quelque chose que tu aimes faire? J'ai hoché la tête, surprise qu'il se soit souvenu de ce détail, quel que soit le dossier que mademoiselle Rodriguez avait partagé. Lucia a souri. Alors cette pièce est aussi à toi, quand tu le voudras. Ce week-end-là, j'ai fait un autre masque de chat, en papier mâché à nouveau, pour la première fois depuis cette nuit dans le couloir. Je l'ai construit soigneusement, couche par couche, lissant les bords avec mes doigts, sentant la texture familière du papier humide devenir quelque chose de solide. Cette fois, j'ai délibérément créé un dessin qui reconnaissait les dommages. J'ai reconstruit celui qui était déchiré dans ma mémoire, mais au lieu de cacher la fracture, j'ai lissé le côté abîmé avec une couche de peinture argentée, non pas pour cacher la déchirure, mais pour l'honorer, une ligne de fracture transformée en beauté. Quand il a séché, je l'ai accroché au mur de ma nouvelle chambre. En le regardant, j'ai réalisé que c'était la première chose que j'avais faite depuis des mois qui me semblait entièrement mienne. Pas du temps volé ou des matériaux empruntés, mais quelque chose créé sans peur. C'est la première fois que j'ai pensé que peut-être, les choses cassées pouvaient encore être gardées. Les Garcia n'ont pas insisté. Ils offraient une routine sans rigidité, une présence sans pression. Miguel rentrait dîner presque tous les soirs, partageant des histoires sur ses jeunes patients. Lucia parlait d'art et de ses élèves, me demandant comment s'était passée ma journée sans exiger de détails que je n'étais pas prête à partager. Ils m'ont invité à des appels vidéo avec Julian, leur fils qui étudiait l'ingénierie au MIT. Il m'a montré sa chambre de dortoir, m'a présenté son colocataire, et m'a posé des questions sur ce que je lisais ou dessinais. Pas une seule fois il n'a suggéré que je prenais sa place ou que j'envahissais sa maison. Lentement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à m'ouvrir. Je parlais plus au dîner. Je passais des heures dans l'atelier de Lucia au sous-sol, créant non seulement des masques mais aussi des sculptures, des peintures et des collages. J'ai commencé à faire mes devoirs à la table de la cuisine au lieu de me cacher dans ma chambre. Mademoiselle Rodriguez venait régulièrement, son presse-papier toujours présent mais moins en évidence. Chaque fois, elle me demandait si j'étais heureuse ici. Chaque fois, ma réponse devenait plus certaine. Oui, lui ai-je finalement dit, 4 mois après mon arrivée. Je veux rester. Le processus n'a pas été simple, il y a eu des audiences au tribunal, de la paperasse, des évaluations. Le système qui m'avait si facilement déplacé semblait maintenant déterminé à remettre en question le seul endroit où je voulais rester. Mais les Garcia n'ont jamais faibli. Ils ont assisté à chaque audience, rempli chaque formulaire, répondu à chaque question. Ils étaient prêts à se battre pour moi d'une manière que personne n'avait fait auparavant. Quand j'ai eu 15 ans, une lettre est arrivée par la poste. Mon nom était écrit d'une écriture familière, nette et contrôlée, tout comme les notes d'infirmière de ma mère l'avaient toujours été. Miguel m'a tendu l'enveloppe au petit déjeuner, son expression soigneusement neutre. Tu n'es pas obligé de la lire maintenant, ou jamais, si tu ne le veux pas. Je l'ai emportée dans ma chambre, où je me suis assise en tailleur sur le lit, l'enveloppe lourde dans mes mains. Mango a sauté à côté de moi, ronronnant bruyamment comme pour m'offrir un soutien moral. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, du papier à lettres de couleur crème, avec le nom de ma mère en relief en haut. Elle s'était remariée avec un homme nommé David Connors, un directeur d'hôpital qu'elle avait rencontré au travail, avec un fils de 10 ans d'un mariage précédent. Ils s'installaient en famille dans une nouvelle maison à Marblehead. La lettre était cordiale, presque comme une mise à jour de vacances que vous enverriez à des parents éloignés. Elle me demandait comment j'allais à l'école et mentionnait que Poppy prenait des cours de ballet.
Il n'y avait aucune explication sur la raison pour laquelle elle avait choisi un enfant plutôt qu'un autre, aucune reconnaissance des mois de silence, juste des phrases soigneusement écrites créant l'illusion d'un lien. En bas, elle avait écrit « Nous serions ravis d'avoir de tes nouvelles quand tu seras prête ». J'ai plié la lettre soigneusement, les remise dans son enveloppe, et les glissé sous mon oreiller. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, la sentant sous ma tête, ce mince lien de papier avec la femme qui avait autrefois été le centre de mon monde. Le lendemain matin, j'ai demandé à Lucia si je pouvais utiliser son beau papier à lettres, celui avec des fleurs à l'aquarelle sur les bords. J'ai répondu à ma mère, mon écriture moins contrôlée mais mes mots tout aussi mesurés. Je lui ai parlé des Garcia, de ma nouvelle école, des masques que je refaisais. J'ai demandé si je pouvais venir pour Halloween. Elle a répondu 2 semaines plus tard, nous nous adaptons encore à notre nouvelle dynamique familiale, ma chérie. Peut-être que l'année prochaine serait mieux. Quelques semaines plus tard, papa a appelé. Sa voix était la même, ce timbre chaleureux qui me lisait des histoires avant de dormir. Il allait se marier avec Rebecca Moore, son amour de lycée avant d'avoir rencontré ma mère. Elle avait des filles jumelles de 11 ans. Il a dit que Hunter avait été accepté à l'université. Quand j'ai demandé si je pouvais venir pour Halloween, il a hésité. J'ai entendu son souffle se couper au téléphone. Rebecca pense que l'ajout d'une autre adolescente pourrait perturber ses filles en ce moment, a-t-il finalement dit. Tu comprends, n'est-ce pas, ma puce? Je comprenais. Ils avaient de nouvelles familles maintenant, et j'étais juste. Quelque chose d'avant, le souvenir d'une tentative ratée. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrivée chez les Garcia. Pas les larmes silencieuses que j'avais maîtrisées en famille d'accueil, mais des sanglots bruyants et rauques que je ne pouvais pas contenir. Lucia m'a trouvé recroquevillé sur mon lit, serrant mon oreiller contre ma poitrine. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi, sa main sur mon dos, stable et chaude. Elle est restée jusqu'à ce que les sanglots se transforment en hoquets, jusqu'à ce que ma respiration se calme. Parfois, a-t-elle finalement dit, les personnes qui devraient nous aimer le plus en sont incapables. Pas à cause de quelque chose que nous avons fait ou n'avons pas fait, mais à cause de ce qui est brisé en eux. Elle m'a doucement touché la joue. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas aimable, Coraline. Cela signifie simplement qu'ils n'ont pas pu voir à quel point tu es merveilleuse. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Pas une guérison, cela prendrait beaucoup plus de temps, mais la reconnaissance que le vide en moi n'avait pas ma forme. Il avait la leur. À 16 ans, je vivais avec les Garcia depuis plus d'1 an. Le tribunal avait prolongé le placement préadoptif, l'adoption définitive n'attendant plus qu'une dernière audience. J'avais commencé à considérer leur maison comme mon foyer, ma chambre comme la mienne, et Miguel et Lucia comme plus que des tuteurs temporaires. Octobre à Salem brillait à nouveau, des citrouilles-lanternes scintillaient sur les porches, de fausses toiles d'araignées s'étiraient sur les buissons, des rires résonnaient dans les rues bondées de touristes précoces en quête de frissons de sorcières. Je me suis déguisé en sorcière argentée pour cet Halloween, avec un masque que j'avais fait moi-même du papier mâché, recouvert de feuilles d'argent, transformant mon visage en quelque chose d'éthéré et d'un autre monde. Les Garcia ont organisé une fête pour les enfants du quartier, et j'ai passé la soirée à maquiller des visages, transformant les petits en tigres, papillons et zombies. Leur rire emplissait l'air comme de la musique, leur confiance alors qu'ils inclinaient leur visage vers mon pinceau, un cadeau que je ne savais pas que je voulais. Mais j'évitais toujours ce coin, celui où se trouvait mon ancienne maison. Je ne pouvais pas le regarder. Certains fantômes n'ont pas besoin de visage, ils s'assoient simplement tranquillement dans votre poitrine, se faisant connaître dans des moments de silence inattendus. Quand je suis rentré, épuisé mais heureuse, Miguel et Lucia m'ont appelé dans le salon. Ils étaient assis ensemble sur le canapé, se tenant la main. Sur la table basse, un écran d'iPad brillait. Julien, appelant de l'université, son visage sérieux. Miguel s'est éclairci la gorge, sa voix habituellement stable tremblant légèrement. Coraline, nous voulions te le dire ensemble. Si tu es d'accord. Il a jeté un coup d'œil à Lucia, qui a hoché la tête en guise d'encouragement. Nous aimerions t'adopter. Officiellement. Pour que tu fasses partie de notre famille de façon permanente. Julien a souri à travers l'écran. J'adorerais avoir une sœur comme toi, si tu le veux aussi. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Personne n'avait jamais dit qu'il me voulait pas comme ça. Pas comme un choix, plutôt qu'une obligation. J'ai regardé leur visage, ces 3 personnes qui n'avaient aucune raison de m'aimer, sauf que, d'une manière ou d'une autre, elles m'aimaient.
Miguel avec ses yeux bienveillants derrière ses lunettes cerclées de fils. Lucia avec de la peinture perpétuellement sous ses ongles. Julien avec son acceptation facile. J'ai pleuré, mais c'était différent cette fois, pas le genre qui brûle, mais le genre qui purifie. Oui, ai-je dit, ma voix stable malgré les larmes. Je le veux aussi. C'est Halloween, je suis devenue Coraline Garcia. Enfin, pas officiellement la paperasse prendrait des mois. Mais dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai choisi une famille qui m'avait déjà choisi. Le processus d'adoption a pris des mois, mais on aurait dit que le temps avait enfin appris à avancer dans la bonne direction. Il y a eu des réunions avec des avocats, des comparutions au tribunal, et des montagnes de paperasse. Mes parents biologiques ont été contactés pour leur consentement final. Ils ont signé une renonciation volontaire, sans contester. Le tribunal a ajouté 6 mois de supervision avant de finaliser. Quand la juge m'a demandé si j'acceptais l'adoption, j'ai dit oui. Ma voix n'a pas tremblé. Mes parents biologiques n'étaient pas là, bien sûr, mais Poppy a envoyé une lettre, décorée d'un petit dessin de chat dans le coin, « Tu seras toujours la sœur la plus courageuse que je connaisse. Amour pour toujours, Poppy. » Je l'ai gardée dans mon carnet de croquis, à côté d'une photo de ma nouvelle famille Miguel, Lucia, Julien, et moi debout devant le palais de justice, le jour où la juge a approuvé l'accord préadoptif. Nous sourions tous, mais mon sourire était le plus large, mon visage ouvert d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. Le lycée est devenu un endroit où j'appartenais, plutôt qu'un lieu de passage. J'ai rejoint le club d'art, je me suis fait des amis qui venaient à la maison et semblaient sincèrement apprécier ma compagnie. J'ai commencé à aider Lucia avec son programme d'art après l'école pour les élèves du primaire, leur apprenant à faire des masques simples avec des assiettes en carton et des objets trouvés. J'ai postulé à des écoles d'art avec les encouragements de Lucia, mon portfolio rempli de masques, de sculptures et de peintures qui racontaient des histoires de transformation. Quand les lettres d'acceptation de Risd, Massard et Parsons sont arrivées, les Garcia ont organisé un dîner de célébration avec un gâteau que Lucia avait décoré pour ressembler à une palette d'artistes. J'ai choisi Massard, assez proche pour rentrer régulièrement à la maison, mais assez loin pour sentir un nouveau départ. Julien, maintenant en dernière année au MIT, m'a aidé à m'installer dans ma chambre de dortoir, transportant des cartons et assemblant des meubles avec la camaraderie facile d'un frère qui n'avait jamais remis en question ma place dans sa famille. L'université a ouvert des mondes que je n'avais pas imaginés. J'ai découvert que j'aimais la sculpture au-delà des masques, travaillant l'argile, le métal et le bois. J'ai appris des techniques de professeurs qui m'ont poussé à élargir ma vision, à voir l'art non seulement comme une expression personnelle, mais comme une conversation. Mais les masques sont restés mon premier amour, ma signature. J'ai expérimenté avec les matériaux, cuir, tissu, treillis métalliques, objets trouvés. Chaque création était à la fois une cachette et une révélation, une dissimulation et une divulgation. En 3e année, un professeur a soumis mon travail à une exposition d'étudiants dans une petite galerie du South End de Boston. 3 de mes masques ont été acceptés, une série que j'ai appelée Transformation, chacune représentant une étape du devenir. Le soir du vernissage, les Garcia sont venus tous les 3, bien habillés, rayonnant de fierté. Ils se sont tenus à côté de moi pendant que les visiteurs examinaient mon travail, que des étrangers posaient des questions sur mon inspiration, mon processus, ma vision. « Votre fille a un talent extraordinaire », a dit quelqu'un à Lucia. Elle a souri en me serrant la main. « Oui », a-t-elle dit, « c'est vrai. Votre fille. » Les mots se sont posés sur moi comme une bénédiction. Boston a une odeur différente de Salem, plus affairée, plus vive, comme le béton après la pluie, le café et les possibilités. À 25 ans, je dirige un petit atelier niché entre une boulangerie et une friperie à Jamaïca Plain. L'espace n'est pas grand, mais les fenêtres donnent à l'est, le remplissant de la lumière du matin qui rend magique même les œuvres en cours les plus désordonnées. L'enseigne au-dessus de la porte indique « Âme de papier, masque et art par Coraline Garcia ». Je crée des pièces sur commande, des masques pour des productions théâtrales, des installations pour des halls d'entreprise. Mais tous les samedis, j'enseigne à des enfants, leur montrant comment faire des masques à partir de papier recyclé et de colle à la farine, comme je le faisais à 14 ans. Leurs mains deviennent collantes, leur rire bruyant alors qu'ils transforment des matériaux simples en visages qui ravissent, effraient ou intriguent. Parfois, ils parlent des familles qu'ils retrouveront en rentrant, et j'écoute, heureuse pour eux. Parfois, l'un d'eux reste silencieux, travaillant seul pendant que les autres bavardent. Ce sont ceux-là que j'aide le plus doucement, m'agenouillant à leur côté, offrant des conseils sans exiger.
Nous faisons des visages ensemble, non pas pour nous cacher derrière, mais pour montrer qui nous aimerions être, qui nous pourrions devenir quand nous serons prêts. Chaque année, j'envoie à Poppy un nouveau masque, différent à chaque fois, un en feuille d'or, un peint en bleu crépuscule, un tissé de fils de cuivre qui attrape la lumière comme une flamme. Chacun est une promesse que nous sommes toujours connectés, toujours sœurs malgré les années, les kilomètres et les noms de familles différents. Elle est à l'université maintenant, elle étudie la psychologie à UMass-Amherst. Nous nous retrouvons pour un café quand elle est en vacances, ses visites devenant de moins en moins gênantes avec le temps. Elle me parle de notre mère, qui a divorcé de David Connors après 3 ans. De notre père, qui semble heureux avec Rebecca et ses filles. De Hunter, qui travaille maintenant dans la finance à New York, marié et avec un bébé en route. J'écoute, posant des questions, sincèrement intéressé par ces personnes qui partagent mon sang, sinon ma vie quotidienne. Parfois, je vois des éclairs de nostalgie dans les yeux de Poppy, se demandant peut-être ce qu'aurait été notre vie si notre famille était restée unie, si j'étais resté. Je ne partage pas cette nostalgie. Ce qui s'est brisé m'a donné ce dont j'avais besoin, même si la rupture a fait mal. En octobre, un paquet est arrivé de Poppy. Elle a 20 ans maintenant, une adulte, avec un rire qui sonne encore comme celui de la petite sœur que je bordais autrefois. La boîte était accompagnée d'un mot, ouvre le soir d'Halloween. J'ai attendu, comme elle l'avait demandé. Ce soir-là, les Garcia sont venus dîner. Lucia a apporté des empanadas faites selon la recette de sa grand-mère. Miguel a sculpté une citrouille qui ressemblait étrangement à notre chat, Mango. Julian, en visite de Californie où il travaille maintenant comme ingénieur, a apporté du vin et des histoires sur son dernier projet. Nous avons mangé, nous avons ri, nous avons raconté la même vieille histoire de la nuit où j'ai renversé de la colle partout sur leur tapis, en essayant de créer un phénix en papier mâché trop ambitieux pour mes compétences. Le souvenir, autrefois embarrassant, semblait maintenant une précieuse légende familiale. Quand ils sont partis, promettant de revenir pour le brunch du dimanche, j'ai ouvert le paquet de Poppy. À l'intérieur se trouvait un masque de chat en papier mâché argenté, les bords inégaux, la peinture un peu épaisse par endroits. Ce n'était pas parfait, clairement l'œuvre de quelqu'un qui n'avait pas fait beaucoup de masques auparavant, mais c'était beau dans sa sincérité. Une carte était glissée en dessous, cette année, j'ai fait mon propre masque de chat argenté. Je pensais à toi. Je l'ai accroché au mur de mon atelier, juste à côté de celui que j'avais fait à 16 ans, celui qui avait été brisé, puis transformé par la peinture argentée en quelque chose de plus honnête. Debout devant ces 2 masques, l'un fait par moi, l'autre fait pour moi, j'ai murmuré des mots dans la pièce vide, tu es toujours là avec moi. Je le croyais complètement. Parfois, les clients me posent des questions sur le nom de mon atelier, Âme de papier. Je leur dis que le papier est fragile quand c'est une seule feuille, mais que lorsqu'il est superposé avec soin avec la bonne colle, il devient plus résistant que quiconque ne s'y attend. C'est pareil pour les gens, je leur dis. Couche par couche, nous nous construisons en quelque chose qui peut résister aux manipulations brutales du monde. Quand mes élèves démoulent leur masque sec, la pièce se remplit d'exclamations de surprise et de joie, un chœur de voix découvrant qu'ils ont créé quelque chose de substantiel à partir de matériaux qui semblaient insuffisants. C'est un son que je pensais avoir perdu pour toujours, un rappel que la joie peut être trouvée dans les transformations les plus inattendues. Chaque Halloween, lorsque les Garcia visitent mon atelier, nous accrochons nos nouvelles créations côte à côte, la mienne, argentée et stable après des années de pratique, celle de Lucia, vibrante et audacieuse avec la confiance d'une artiste de longue date, celle de Miguel, méticuleusement détaillée avec la précision des mains d'un médecin, celle de Julian, conçue avec des mécanismes astucieux qui font bouger ou changer les masques avec la lumière, et maintenant, celle de Poppy, hésitante. Mais sincère, rejoignant notre galerie de visages. Parfois, je me demande ce que mes parents biologiques penseraient s'ils voyaient ce mur de masques, cette histoire visuelle d'une famille construite plutôt que née. Je doute qu'ils comprendraient. Certaines personnes n'apprennent jamais à voir au-delà des fissures, la beauté qui pourrait en émerger. J'ai appris que la famille, ce n'est pas avec qui vous commencez, c'est qui reste pour vous aider à réparer le masque quand il se brise. C'est qui voit vos fissures et vos cicatrices et ne se détourne pas, mais vous montre plutôt comment les intégrer dans quelque chose de plus complexe, de plus intéressant, de plus vrai. À 30 ans, j'ai reçu une invitation pour la première fête d'anniversaire de la fille de Hunter, ma nièce, un concept à la fois étrange et merveilleux. J'ai envoyé un petit masque, approprié pour une chambre d'enfant, fabriqué en feutre doux et en ruban. Un chat argenté, bien sûr. La tradition continue.
Je ne suis pas allé à la fête. Certaines distances ne peuvent être comblées d'un seul geste. Mais j'ai inclus mon numéro de téléphone avec le cadeau. Une ouverture, sinon encore une porte. Hunter a appelé une semaine plus tard. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir, mais avec cette même cadence confiante. Coraline, a-t-il dit. Elle l'adore. Il est accroché au-dessus de son berceau. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Gênant au début, puis plus facile. Il m'a posé des questions sur mon art, mon atelier. Je lui ai posé des questions sur sa fille, sa femme, sa vie à New York. Aucun de nous n'a mentionné nos parents. Certains silences sont des accords, pas des omissions. Avant de raccrocher, il a dit « J'aurais dû en faire plus, à l'époque. J'étais juste un gamin aussi, mais j'aurais dû faire quelque chose. » Nous aurions tous dû, ai-je répondu. Mais nous faisons quelque chose maintenant. Ce n'était pas exactement du pardon, mais c'était un début. Une nouvelle couche ajoutée à une vieille forme. Quand j'avais 14 ans, debout dans ce couloir avec un masque en papier mâché humide entre les mains, je n'aurais pas pu imaginer la vie que j'ai maintenant. Je n'aurais pas pu savoir que le fait d'être abandonné me mènerait à être choisi. Que la fracture créerait un espace pour que quelque chose de plus fort puisse grandir. Personne ne peut décider de votre valeur simplement parce qu'il est parti. L'amour n'est pas lié par le sang, il est fait par les gens qui restent, qui voient vos fissures et choisissent de vous tenir quand même. Si vous étiez moi, leur auriez-vous pardonné? Seriez-vous retourné, ou seriez-vous resté avec ceux qui vous ont choisi? Parce que pour moi, la réponse est simple. Je suis Coraline Garcia. Et ceci c'est le masque que j'ai réparé. Pas celui en papier qui s'est effrité sous la pluie il y a toutes ces années, mais celui que je porte sur mon visage tous les jours. L'identité que j'ai façonnée à partir des morceaux de moi qui ont survécu, couche par couche, larme par larme, choix par choix. Ce n'est pas parfait, mais c'est beau. C'est fort. Et surtout, c'est à moi. Chaque soir, en fermant mon atelier, en éteignant les lumières qui éclairent des dizaines de masques créés par mes élèves et moi-même, je pense souvent à cette jeune fille de 14 ans, debout dans un couloir avec une création humide entre les mains, surprenant les mots qui allaient tout changer. J'aimerais pouvoir lui dire que la rupture n'était pas la fin de son histoire. C'était juste le début d'une autre. Une histoire sur la façon dont nous devons parfois perdre les masques que les autres ont fait pour nous, avant de pouvoir créer ceux qui nous vont vraiment. Et en rentrant chez moi à travers les rues aux senteurs d'automne, je porte cette vérité comme un talisman. Il n'y a pas de blessure si profonde que l'art ne puisse l'atteindre. Pas de fracture si complète que l'amour ne puisse la combler. Et pas de masque si brisé qu'il ne puisse être transformé en quelque chose de plus beau que ce qui était avant. C'est l'héritage que je me suis approprié. C'est l'héritage que je transmettrai. C'est le masque que j'ai réparé.